J'ai dit à mes parents que je ne pouvais pas garder les enfants de ma sœur pendant 2 semaines, je risquais de devenir aveugle sans cette opération. Mais ils ont affirmé que je gâchais leur croisière et ont secrètement atteint le plafond de ma carte de crédit. J'avais 32 ans le jour où le monde a littéralement commencé à s'effacer autour de moi. Cela ne s'est pas produit d'un coup, comme un interrupteur qu'on éteint. C'était plutôt comme si quelqu'un soufflait lentement sur une vitre froide, un brouillard gris et rampant qui refusait de se dissiper, peu importe le nombre de fois où je clignais des yeux ou les frottais. Je suis directrice artistique. Toute ma vie, ma carrière, mon identité dépendent de ma capacité à voir les couleurs, les contrastes et les lignes nettes. Ainsi, lorsque je me suis retrouvée assise dans le cabinet stérile et trop éclairé d'un ophtalmologiste ce mardi après-midi, à écouter le médecin prononcer des mots comme « dégénérescence cornéenne rapide » et « perte de vision permanente », j'ai senti l'air quitter physiquement mes poumons. Le médecin était gentil, mais brutalement ferme. Mes cornées se détérioraient à un rythme agressif. Si je ne subissais pas une greffe spécialisée et une chirurgie de reconstruction le mois suivant, les dommages franchiraient le point de non-retour. Je deviendrais aveugle. Il n'y avait pas d'alternative, pas de pilule magique pour arrêter cela. L'opération a été planifiée pour la 3e semaine du mois suivant, et la convalescence exigeait 2 semaines complètes d'obscurité absolue. 2 semaines avec d'épais bandages sur les yeux, incapable de lire, de conduire, ou même de regarder mon téléphone. C'était terrifiant, mais c'était ma seule bouée de sauvetage. Je suis sorti de la clinique avec un dossier rempli d'instructions préopératoires et le cœur lourd d'effroi. J'avais besoin de ma famille. Vous connaissez cet instinct, n'est-ce pas? Quand le sol se dérobe sous vos pieds, vous voulez que les personnes qui vous ont élevé vous disent que tout ira bien. Ce dimanche-là, j'ai donc conduit jusqu'à la maison de mes parents pour notre dîner familial habituel. Laissez-moi vous dépeindre notre dynamique familiale. Mes parents, Victor et Diane, ont une hiérarchie très spécifique et tacite. Au sommet absolu se trouve ma sœur aînée, Stella. Stella a 36 ans, est sans emploi chronique et reste l'enfant d'or incontesté. Elle a 2 enfants, Toby, 7 ans, et Mia, 4 ans. Ce sont de bons enfants en réalité, mais ils sont bruyants, chaotiques et complètement indisciplinés parce que Stella pense que l'éducation consiste simplement à exister dans la même pièce que tout en faisant défiler son écran de téléphone. Et puis tout en bas de cette hiérarchie, il y a moi, Harper, la personne fiable, celle qui a un bon travail, un appartement vide, et un puits apparemment sans fond de patience et de ressources financières. Quand j'ai franchi la porte d'entrée, la maison était un asile de fous. Toby hurlait en courant autour de l'îlot de la cuisine tandis que Mia faisait une crise sur le tapis parce que son jus était dans un gobelet bleu au lieu du rouge. Stella était prélassée sur le canapé, se limant les ongles, totalement indifférente. Ma maman, Diane, remuait frénétiquement quelque chose sur la cuisinière, et mon père, Victor, regardait un match de golf en criant pour couvrir le bruit. Personne n'a demandé comment s'était passée ma semaine. Personne n'a remarqué mes nouvelles lunettes de prescription plus épaisses, nécessaires juste pour traverser l'allée. J'ai posé calmement mon sac à main, je suis entré dans la cuisine et j'ai commencé à dresser la table. Je me suis dit que j'attendrais que le dîner soit servi et que tout le monde soit assis pour annoncer la nouvelle concernant mes yeux. J'avais besoin qu'ils se concentrent. J'avais besoin qu'ils m'écoutent. J'avais cet espoir naïf que, pour une fois, le chaos s'arrêterait, qu'ils me regarderaient enfin et verraient que j'avais peur. J'avais tellement peur. Mais comme j'allais bientôt l'apprendre, ma famille avait un tout autre programme pour cette soirée. Le dîner était enfin sur la table. Les enfants étaient temporairement distraits par des macaronis au fromage, et j'ai pris une profonde inspiration, m'apprêtant à parler. Mais avant même que je puisse ouvrir la bouche, ma mère a frappé des mains, le visage rayonnant d'un enthousiasme que je ne lui voyais d'ordinaire que lorsque quelqu'un complimentait son jardin. « Très bien, écoutez-moi tous », a annoncé Diane, sa voix coupant le cliquetis des couverts. Votre père, Stella et moi avons une nouvelle incroyablement excitante. Je me sers arrêté, ma fourchette suspendue au-dessus de mon assiette. Stella a souri avec suffisance, se penchant en arrière sur sa chaise comme une reine tenant sa cour. Nous partons pour une croisière de 2 semaines dans les Caraïbes, a tonné Victor en levant son verre d'eau. 14 jours de soleil, de buffet à volonté, et de paix et de tranquillité absolue. Nous avons réservé le forfait suite VIP. Nous partons dans exactement 3 semaines. C'est... Waouh, ai-je dit, véritablement décontenancé. Ça a l'air cher. Oh,
C'est le voyage d'une vie, a balayé Diane d'un geste de la main. Stella a été tellement stressée ces derniers temps avec sa recherche d'emploi. Elle a désespérément besoin d'une remise à zéro. Et ton père et moi avons besoin de vacances. Ce qui nous amène à la logistique. Ma mère s'est tournée pour me regarder droit dans les yeux. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. C'était le regard qu'elle affichait lorsqu'elle était sur le point de m'assigner une corvée que je ne pouvais pas refuser. Puisque la croisière est réservée aux adultes, et que franchement, nous voulons vraiment nous détendre, tu vas faire un sac et te réinstaller dans ton ancienne chambre ici pour les 2 semaines, a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. C'était une directive. Tu garderas Toby et Mia. De toute façon, tu travailles à domicile, donc c'est parfait. Tu pourras les déposer à l'école, aller les chercher, et tenir la maison. Je me suis figé. La pièce a soudainement semblé minuscule. J'ai regardé le calendrier accroché au mur de la cuisine. Les dates de leurs vacances de luxe correspondaient parfaitement, jour pour jour, à mon opération et à ma période de convalescence. Je ne peux pas faire ça, ai-je dit. Ma voix était calme, mais elle a résonné comme un coup de feu dans la salle à manger. Stella a arrêté de mâcher. Mon père a baissé son verre. Le silence s'est fait épais, lourd et immédiatement hostile. Qu'est-ce que tu veux dire par tu ne peux pas, a demandé Victor, le ton descendant dans ce registre grondant et dangereux qu'il utilisait lorsque quelqu'un osait le défier. Je ne peux pas garder les enfants, papa. Je ne peux même pas m'occuper de moi-même pendant ces 2 semaines, ai-je balbutié, le cœur battant à tout rompre contre mes côtes. J'essayais de vous le dire tout à l'heure. Je suis allé chez l'ophtalmologiste mardi. Mes cornets lâchent. Je perds la vue. Si je ne subis pas une greffe et une reconstruction chirurgicale dans 3 semaines, je vais devenir aveugle. Je serai complètement bandé et alité pendant 14 jours. Je n'aurai littéralement pas Dieu pour surveiller les enfants. J'ai attendu un hoquet de surprise. J'ai attendu de l'horreur, de la sympathie, la prise de conscience soudaine que leur fille cadette faisait face à un handicap qui allait changer sa vie. Au lieu de cela, Stella a levé les yeux au ciel. Oh mon Dieu, Harper. Vraiment, a-t-elle grommelé en jetant sa serviette sur la table. Il faut toujours que tu fasses ça. Il faut toujours que tu inventes une crise pour ramener toute l'attention sur toi. Inventer une crise, ai-je articulé avec peine, la fixant à travers le brouillard gris de ma vue défaillante. Stella, je deviens aveugle. C'est une intervention chirurgicale. C'est une opération des yeux, Harper. Pas une greffe de cœur, a rétorqué Diane, le visage rouge de colère. Les gens se font opérer au LASIK tout le temps et retournent travailler le lendemain. Tu es juste dramatique parce que tu ne veux pas aider ta sœur. Tu sais qu'elle a besoin de cette pause. Ce n'est pas du LASIK, ai-je haussé le ton, la peur cédant enfin la place au désespoir. C'est une greffe. Je ne peux pas la repousser. Et je ne peux absolument pas garder 2 bambins pendant que je récupère dans le noir complet. Victor a frappé du poing sur la table, faisant trembler les assiettes. Assez. Nous avons payé des dépôts non remboursables. Nous partons. Tu vas appeler ton petit médecin, lui dire que tu es stressé, et reporter ce fichu rendez-vous. Tu vas être là pour ces enfants parce que c'est ce que fait une famille. On se retrousse les manches. J'ai regardé les 3. Mon père, rouge de colère et furieux. Ma mère me fixant comme si j'étais une traîtresse. Ma sœur ayant l'air ennuyée et dérangée par ma cécité potentielle. Ils s'en moquaient. Ils s'en moquaient fondamentalement tant que cela n'interférait pas avec leur temps passé au bord de la piscine. Je me suis levé, ma chaise grinçant bruyamment sur le parquet. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je les ai juste regardés et j'ai dit le seul mot qu'il me restait, non. Puis j'ai pris mon sac, j'ai franchi la porte d'entrée et je suis parti en voiture, laissant derrière moi la voix hurlante de ma mère qui s'estompait au loin. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec l'impression d'avoir été percuté par un camion. Mon téléphone explosait de notifications. J'avais été retiré de la discussion de groupe familial. Stella avait publié un long statut passif-agressif sur Facebook expliquant que certaines personnes étaient si égoïstes qu'elles préféraient voir leur propre sang souffrir plutôt que de lever le petit doigt pour aider. Les commentaires regorgeaient d'une fausse sympathie de la part de ses amis. Cela me rendait malade. J'avais besoin de m'échapper. Je ne pouvais pas rester assise dans mon appartement à fixer les murs.
J'ai préparé un petit sac de voyage et j'ai décidé de monter au chalet du lac. Laissez-moi vous expliquer pour le chalet. C'est une petite maison en bois de 2 chambres dans les montagnes, à environ 2 heures de route de la ville. L'acte de propriété est techniquement au nom de mes parents. Ils l'ont acheté pour 3 fois rien il y a 30 ans, mais depuis une décennie, il tombait en ruine. L'année dernière, mon père s'est plaint qu'ils allaient devoir le vendre parce qu'il était devenu inhabitable. Je ne pouvais pas supporter l'idée de perdre l'endroit où j'avais passé les étés de mon enfance. Alors, je suis intervenu. J'ai vidé $20 000 de mes propres économies personnelles. J'ai payé pour un nouveau toit, une nouvelle plomberie, des parquets entièrement neufs, et j'ai passé 6 week-ends là-haut, à genoux, à peindre les murs et à réparer la terrasse. J'ai fait revivre cette maison avec mon propre sang, ma sueur et mon compte bancaire. C'était mon sanctuaire. La route dans la montagne était calme. L'air était frais et, pendant un moment, le flou gris dans mes yeux m'a moins dérangé face au vert infini des pins. Je voulais juste allumer un feu, m'envelopper dans une couverture et pleurer en paix. Je me suis engagé dans l'allée de gravier, j'ai pris mon sac et j'ai gravi les marches de la terrasse. J'ai glissé ma main dans ma poche, en ai sorti la clé en laiton familière de mon trousseau, et l'ai introduite dans le verrou de sécurité. Elle n'a pas tourné. J'ai froncé les sourcils en remuant la poignée. J'ai retiré la clé, l'ai essuyée sur mon jean, et j'ai réessayé. Elle est entrée à moitié, puis s'est bloquée. Le mécanisme était complètement différent. La vieille plaque en laiton rayé avait été remplacée par une serrure argentée toute neuve et brillante. Je suis resté là, dans le vent glacial, à fixer la porte. Mon cerveau peinait à assimiler ce que je voyais. J'ai fait le tour de la maison pour vérifier la porte patio de derrière, fermée par un nouveau cadenas robuste, un cadenas de sécurité qui n'était pas là le mois dernier. Ils avaient changé les serrures. Ma poitrine s'est serrée, un œuf froid se formant au creux de mon estomac. Mes mains tremblaient lorsque j'ai sorti mon téléphone pour appeler mon père en ligne directe. Ça a sonné 3 fois avant qu'il ne réponde. Quoi? A aboyé Victor. Pas de bonjour. Pas de question pour savoir si j'allais bien. Je suis au chalet, ai-je dit, la voix tremblante. Ma clé ne fonctionne pas. La serrure est différente. C'est exact, a-t-il dit, sa voix plate, totalement dénuée de chaleur. J'ai envoyé un serrurier là-bas dès la première heure ce matin. Pourquoi, papa? Tous mes vêtements d'hiver sont là-dedans. Je viens de rouler 2 heures. Pourquoi as-tu changé les serrures? Parce que cette famille partage ses ressources avec les gens qui se comportent comme des membres de la famille, a-t-il déclaré, martelant chaque mot comme un marteau. Si tu veux être égoïste, si tu veux gâcher les vacances de ta sœur pour une procédure médicale mineure et refuser de nous aider, alors tu n'as pas à profiter des avantages de cette famille. Nous avons besoin de nous éloigner de ton attitude toxique. Tu n'es pas la bienvenue au chalet tant que tu ne te seras pas excusé et que tu n'auras pas accepté de garder Toby et Mia. Bonne route pour le retour. Il a raccroché. Je suis resté sur la terrasse de la maison que j'avais dépensé $20 000 à reconstruire. Le vent hurlait dans les arbres, mordant à travers ma fine veste. Je n'ai pas frappé à la porte. Je n'ai pas hurlé dans les bois. Le choc était trop absolu. Il prenait mon sanctuaire en otage pour me forcer à annuler une opération chirurgicale qui devait sauver ma vue. Je suis retourné à ma voiture et je suis resté assis sur le siège du conducteur pendant un long moment. Le brouillard gris dans ma vision semblait plus épais maintenant. Mais ironiquement, alors que j'étais assise là à regarder cette porte verrouillée, autre chose est devenue limpide. Je n'étais pas une fille pour eux. J'étais un outil. Et quand un outil cesse d'être utile, on l'enferme dans la remise. J'ai enclenché la marche arrière et j'ai redescendu la montagne. Je n'ai pas pleuré pendant les 2 heures de trajet pour rentrer en ville. Je pense que mon cerveau avait activé une sorte de protocole de survie, éteignant les centres émotionnels pour que je puisse me concentrer sur la route malgré ma vision floue. Quand je suis enfin entré dans mon appartement, le silence était assourdissant. Ce n'était pas le silence paisible d'un sanctuaire. C'était le silence lourd et étouffant d'une pièce vide après des funérailles. J'ai jeté mes clés sur le comptoir, je suis allé directement dans mon bureau à domicile et je me suis assise à mon bureau. J'ai ouvert mon ordinateur portable. La lumière bleue agressait mes yeux, me forçant à plisser les paupières. Mais je m'en moquais. J'avais besoin de données.
J'avais besoin de preuves matérielles et indéniables de ce qu'avait réellement été ma vie au cours de la dernière décennie. Parce que, de toute évidence, mon souvenir d'être une fille dévouée ne correspondait pas à leur réalité selon laquelle j'étais un fardeau égoïste. J'ai ouvert mon disque dur externe et cliqué sur un dossier intitulé « Finances ». Laissez-moi vous dire comment fonctionnait ma famille et comment j'étais devenu le filet de sécurité désigné. Cela avait commencé modestement. Quand j'avais 24 ans, alors que je venais de décrocher mon premier emploi convenablement payé en tant que designer junior, Stella a décidé qu'elle voulait devenir coach de vie. Elle avait besoin d'un programme de certification qui coûtait 3000 $. Mes parents m'ont dit qu'il était de mon devoir en tant que sœur d'investir dans son avenir, d'autant plus que j'étais célibataire et que j'avais un revenu disponible. J'ai payé. Stella n'a jamais terminé la formation. 2 ans plus tard, ce fut une voiture. La transmission de la voiture de Stella a lâché et elle avait besoin d'un véhicule pour emmener Toby à l'école maternelle. Mon père m'a appelé, la voix lourde de stress, disant qu'il ne pouvait pas dormir en sachant son petit-fils dans les transports publics. J'ai contracté un prêt à mon nom pour une berline fiable, et Stella a promis de faire les paiements mensuels. Elle a effectué exactement 2 paiements avant de devoir prioriser ses courses. J'ai discrètement assumé le prêt automobile pendant les 4 années suivantes pour éviter de détruire mon dossier de crédit. J'ai ouvert un tableur Excel principal et j'ai commencé à taper. Je tiens mes registres de façon méticuleuse. C'est une habitude professionnelle. J'avais des reçus, des relevés bancaires et des confirmations par email pour chaque transaction majeure. Simplement, je ne les avais jamais réunis sur une seule et même page auparavant. J'ai consigné la voiture. J'ai consigné les 3000 $ pour l'escroquerie du diplôme de coach de vie. J'ai consigné la fois où la chaudière de mes parents est tombée en panne au cœur de l'hiver, et où j'ai payé 4500 $ pour un remplacement d'urgence parce que la pension de Victor était trop juste ce mois-là. Puis sont venues les dépenses récurrentes. Il y a 3 ans, Victor et Diane m'ont installé pour me faire un long discours sur la façon dont l'inflation rongeait leur retraite. Ils avaient l'air si petits et inquiets. J'ai accepté de mettre en place un virement automatique. 500 $ chaque mois, versés directement sur leur compte courant pour les aider à payer les courses et les charges. Je n'avais pas manqué un seul mois en 36 mois. Et puis il y avait Toby et Mia. Quand Toby a eu 5 ans, Stella a insisté sur le fait que l'école publique ruinerait son esprit créatif. Elle a trouvé un programme Montessori privé. Les frais de scolarité étaient astronomiques. Mes parents ont pleuré, littéralement pleuré, disant que Toby méritait le meilleur départ possible dans la vie. Alors qu'a fait la bonne tante fiable? J'ai commencé à payer les frais de scolarité directement à l'académie. Chaque trimestre, ligne par ligne, colonne par colonne, j'ai documenté mon amour. J'ai documenté ma loyauté. J'ai documenté chaque fois que j'avais renoncé à des vacances, chaque fois que j'avais acheté des vêtements en solde, chaque fois que je dus faire des heures supplémentaires uniquement pour préserver la paix et acheter le bonheur de ma famille. Le tableur s'allongeait, les chiffres s'accumulant dans la colonne de droite, monument numérique à ma propre stupidité. Mes yeux brûlaient et larmoyaient abondamment alors que je fixais l'écran. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. J'étais possédé par le besoin de voir le résultat final. J'ai sélectionné la dernière colonne, j'ai fait glisser le curseur jusqu'à la toute dernière entrée, les 20 000 $ pour la rénovation du chalet du lac, et j'ai cliqué sur le bouton de somme automatique. Le chiffre a clignoté à l'écran. Il était si grand, si absurde que, pendant une seconde, mes yeux embrumés ont refusé de l'assimiler. J'ai cligné des yeux fortement pour essuyer les larmes et je me suis penché plus près du moniteur, jusqu'à ce que mon nez touche presque la vitre. 84 000 $. Je me suis adossé à ma chaise, le souffle s'échappant de ma poitrine dans une expiration saccadée. 84 000 $. En moins de 10 ans, j'avais versé l'équivalent d'un apport pour une belle maison ou d'un compte de retraite entièrement financé directement dans les poches de personnes qui venaient de changer les serrures de chez eux parce que je refusais de sacrifier ma vue pour leurs vacances tropicales. Je suis resté assis seul dans mon bureau sombre, la lueur de l'écran baignant mon visage, et j'ai vécu un effondrement psychologique complet. Ce n'était pas un effondrement bruyant avec des sanglots. C'était la prise de conscience tranquille et bouleversante de ma propre réalité pathétique. Je l'ai analysé, dépouillant les barrières défensives émotionnelles que j'avais construites tout au long de ma vie. Pourquoi l'avais-je fait? Pourquoi avais-je donné mon argent durement gagné à maintes et maintes reprises? C'était la dynamique classique de l'enfant d'or et du bouc émissaire.
Stella était née pour être aimée. J'étais né pour être utile. J'ai réalisé avec une clarté écœurante que je souffrais d'un besoin maladif d'acheter l'affection de mes parents. Je croyais inconsciemment que si j'étais assez généreuse, si je résolvais assez de problèmes, si je ne disais jamais non, ils finiraient par me regarder de la même manière qu'ils regardaient Stella. Qu'ils me verraient. Qu'ils m'estimeraient. Mais en regardant ce chiffre, 84 000 $, j'ai enfin compris la nature transactionnelle de mon existence dans cette famille. Il n'avait jamais été question d'amour. C'était un abonnement. Tant que l'argent coulait, tant que j'absorbais le stress et les coups durs financiers, j'avais droit à une place à leur table. Dès l'instant où mon utilité s'est arrêtée, dès que j'ai eu l'audace d'avoir une crise médicale qui exigeait d'eux un désagrément, mon abonnement a été résilié. Les serrures ont été changées. La douleur de perdre la famille qu'on pensait avoir est profonde. Mais la douleur de réaliser qu'on ne les a jamais eus du tout est paralysante. Je me sentais stupide. Je me sentais vidé. J'avais troqué ma jeunesse, ma sécurité, et presque ma dignité pour une façade. J'ai regardé mes mains posées sur le clavier. Elles tremblaient. Non plus de tristesse désormais, mais sous l'effet d'une sensation nouvelle et étrange qui fleurissait dans ma poitrine, une chaleur, une colère serrée et focalisée. J'ai attrapé mon téléphone. Je ne pouvais pas gérer cela seul, mais je ne pouvais certainement pas appeler mes parents. J'ai fait défiler mes contacts jusqu'à trouver le nom de la seule personne de ma lignée qui avait toujours percé à jour les manipulations de ma mère, la sœur cadette de ma mère, ma tante Béatrice. Béatrice était le mouton noir de sa génération. Elle était farouchement indépendante, brutalement honnête, et avait limité ses contacts avec Diane il y a des décennies, bien qu'elle se soit toujours fait un devoir de prendre de mes nouvelles. J'ai appuyé sur son nom et j'ai porté le téléphone à mon oreille. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. Harper. Ma chérie, il est tard. Tout va bien? Entendre une voix qui portait un intérêt sincère à mon égard a brisé la digue. Une unique larme s'est échappée, chaude et cuisante. Tante Béatrice, je pense que je viens de perdre ma famille. Ne bouge pas. Je prépare du thé et tu vas me raconter le moindre détail, a ordonné tante Béatrice. Son ton était vif, autoritaire, exactement ce dont j'avais besoin pour me canaliser. Je me suis assise par terre dans mon bureau et j'ai parlé pendant 1 heure. Je lui ai parlé de mes cornées défaillantes, du brouillard gris qui rongeait lentement ma vue. Je lui ai parlé du dîner, de l'annonce de la croisière, et de Victor exigeant que je serve de nounou gratuite tout en ayant les yeux bandés. Je lui ai parlé du trajet jusqu'au chalet, de la nouvelle serrure, de l'appel téléphonique, et enfin du tableur et des 84 000 $. Tante Béatrice a écouté dans un silence absolu. Le seul bruit sur la ligne était le tintement occasionnel de sa tasse de thé contre sa soucoupe. Quand j'ai enfin terminé, essoufflé et épuisé, j'ai attendu sa pitié. Au lieu de cela, j'ai découvert l'esprit froid et tactique d'une femme qui connaissait le côté sombre de sa sœur mieux que quiconque. 84 000 $, a dit Béatrice, la voix glaciale. Harper, tu n'es pas une fille pour eux. Tu es une police d'assurance. Je sais, ai chuchoté, ramenant mes genoux contre ma poitrine. Je me sens si stupide, Béatrice. Je voulais juste qu'il soit fier de moi. Arrête ça, a-t-elle répliqué, non sans gentillesse, mais fermement. Tu as un bon cœur, et Diane s'en est servie comme d'une arme. C'est sa faute, pas la tienne. Mais maintenant, tu devais arrêter de pleurer et commencer à réfléchir. Parce que s'ils sont assez impitoyables pour t'exclure d'un chalet que tu as payé pour réparer simplement pour te punir d'être malade, ils n'ont pas fini. Qu'est-ce que tu veux dire? Ai-je demandé, essuyant mon nez du revers de ma manche. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Ils m'ont déjà coupé de leur vie. Ils m'ont dit de ne pas revenir. Ils ont coupé ton accès à eux, a corrigé Béatrice. Mais as-tu coupé leur accès à toi? J'ai froncé les sourcils, confuse. Je ne leur ai pas parlé depuis hier. Harper, écoute-moi attentivement. La voix de Béatrice est descendue d'un octave, adoptant un ton d'extrême urgence. Une décharge d'électricité pure a traversé ma colonne vertébrale. La pièce a semblé tourner. Oui, la carte d'urgence médicale. C'était une carte de récompense de voyage haut de gamme que j'avais ouverte parce qu'elle avait une limite massive de 30 000 $. J'avais remis la carte physique à ma mère dans la cafétéria d'un hôpital,
lui disant de la garder dans son coffre-fort et de ne l'utiliser que s'il s'agissait d'une question de vie ou de mort pour leur éviter le stress des emprunts. J'avais complètement oublié son existence. Elle ne l'avait jamais utilisée, pas une seule fois en 2 ans. Oui, ai-je murmuré, mon rythme cardiaque s'accélérant en un galop frénétique. Je lui ai donné la carte, mais elle ne ferait pas ça. Béatrice, elle ne ferait pas ça. C'est pour les urgences. Harper, a dit tante Béatrice, sa voix résonnant de pitié et d'effroi. Ils viennent de réserver une croisière de luxe dans les Caraïbes, un forfait suite VIP. Stella n'a pas d'argent. La pension de Victor ne couvre pas les suites VIP sur un coup de tête. Et ils viennent de te déclarer la guerre. Oh mon Dieu, ai-je articulé, me relevant précipitamment du sol. Ne devine pas. Ne présume rien, a ordonné Béatrice. Mets-moi sur haut-parleur. Ouvre ton portail bancaire. Vérifie cette carte tout de suite. Mes mains tremblaient si violemment que j'ai laissé tomber mon téléphone 2 fois. Je me suis précipité sur ma chaise de bureau, mes doigts tâtonnant sur le clavier. J'ai affiché le site web de ma banque. Le brouillard gris dans mes yeux faisait s'entremêler les lettres, et j'ai dû plisser les paupières douloureusement, me trompant de mot de passe à la première tentative. Je me connecte, ai-je balbutié, la poitrine serrée par la panique. Respire, Harper. Regarde simplement, a dit Béatrice via le haut-parleur. Le petit cercle de chargement tournait à l'écran. C'était comme une éternité. Une roue qui tournait pour décider de mon sort. Puis le tableau de bord s'est affiché. J'ai dépassé mon compte courant, mon compte d'épargne, pour descendre jusqu'à la section des cartes de crédit. J'ai arrêté de respirer. Le texte à l'écran était d'ordinaire d'un noir neutre et calme. Ce soir, les chiffres sous la carte de crédit d'urgence brillaient d'un rouge agressif et fâché. Solde disponible, $0. Statut, plafond atteint. J'ai frotté mes yeux, enfonçant la base de mes paumes dans mes orbites au point d'avoir mal, priant pour que mes cornées défaillantes me jouent un tour cruel. J'ai rouvert les yeux et me suis penché à quelques centimètres du moniteur. Le texte rouge était toujours là. Harper. La voix de tante Béatrice a filtré à travers le téléphone, tendu par la tante. Qu'est-ce que tu vois? J'ai cliqué sur les détails du compte, mon index tremblant sur la souris. L'historique des transactions a rempli l'écran. Tout en haut, marqué comme traité il y a seulement 48 heures le jour même où ils avaient annoncé leur voyage lors du dîner, se trouvait une transaction unique et massive de $6 500. Commerçant, Royal Caribbean Cruise, supplément VIP et excursion. Ils n'avaient pas seulement réservé un voyage. Ils avaient utilisé mon nom, mon crédit, ma bouée de sauvetage d'urgence médicale pour s'offrir des suites de luxe, des forfaits boissons haut de gamme et réserver des excursions sur des îles. Ils avaient pris l'argent dont j'allais littéralement avoir besoin pour sauver ma vue, et ils s'étaient achetés du champagne sur l'océan. Ils ont atteint la limite, ai-je murmuré. Ma voix ne ressemblait même pas à la mienne. Elle sonnait creuse, comme l'écho d'un fantôme. Répète ça, a demandé Béatrice. $6 500, Béatrice, ai-je dit, les mots tombant de ma bouche comme des pierres. Royal Caribbean. Ils ont utilisé ma carte médicale d'urgence pour payer leur croisière VIP. Un silence s'est installé sur la ligne. Même tante Béatrice, qui s'attendait au pire de la part de ma mère, était stupéfaite et sans voix. Dans ce silence, quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était pas une rupture fragile et tragique comme du verre qui éclate. C'était le claquement fort et violent d'une lourde chaîne de fer. La chaîne de la culpabilité, de l'obligation et de l'espoir désespéré qui m'avait maintenu lié à eux pendant 32 ans. Toute la tristesse s'est évaporée. L'envie de pleurer a disparu, remplacée par une clarté glaciale et absolue. Le brouillard gris dans ma vision n'avait plus d'importance parce que mon esprit n'avait jamais vu les choses de manière aussi nette. Ce n'était pas seulement de mauvais parents. C'étaient des voleurs. C'étaient des parasites parfaitement disposés à me vider de mon sang tout en me laissant aveugle dans le noir. Harper, a finalement dit Béatrice, sa voix mortellement sérieuse. Tu devais appeler la banque ce soir. Je vais faire bien plus que ça, ai-je dit, me redressant sur ma chaise. Le tremblement de mes mains avait complètement cessé. J'ai senti une sensation de calme terrifiante et euphorique m'envahir. Je vais réduire leur petit royaume en cendres. J'ai raccroché le téléphone. Je n'ai pas hésité.
Je n'ai pas douté. Je l'ai repris immédiatement et j'ai composé le numéro de la ligne d'assistance d'urgence contre la fraude, active 24 heures sur 24, figurant au dos de ma carte de débit principale. Un représentant a répondu après quelques tonalités. Merci d'appeler les services de lutte contre la fraude. Comment puis-je vous aider ce soir? Bonjour, ai-je dit, la voix ferme et froide. Je dois signaler un vol d'informations et des transactions frauduleuses non autorisées sur ma carte de crédit. Quelqu'un a volé les coordonnées de ma carte et a facturé $6 500 pour une compagnie de croisière. Le représentant a passé en revue les questions de sécurité. J'y ai répondu sans faute. Très bien, madame. Je vois la transaction ici pour Royal Caribbean, a dit l'agent. Puisque vous signalez cela comme une fraude, nous allons lancer un protocole de rejet de débit immédiat auprès du commerçant. Les fonds seront retirés à la compagnie de croisière et votre carte sera définitivement bloquée et fermée. Autorisez-vous cela? J'ai pensé au ricanement de mon père. J'ai pensé à Stella levant les yeux au ciel face à ma cécité imminente. J'ai pensé au nouveau cadenas sur le chalet pour lequel j'avais saigné. Oui, ai-je dit, un sourire lent et sombre s'étirant sur mon visage dans la pièce vide. Je veux tout bloquer. Tout fermer. C'est fait. Le rejet de débit est initié, a confirmé l'agent. Le commerçant devrait recevoir l'avis d'annulation d'ici 48 heures. 48 heures, soit à peu près au moment où ma tendre famille se tiendrait au port de Miami en essayant d'embarquer sur leur navire de luxe. J'ai raccroché le téléphone. Le distributeur automatique venait officiellement de fermer ses portes. Et le lendemain matin, j'allais m'assurer qu'il ne puisse plus jamais effectuer le moindre retrait. Le lundi matin est arrivé avec un vent froid et mordant qui balayait les rues de la ville, mais je n'ai pas du tout ressenti le froid. Je me sentais complètement isolé par un sentiment de calme terrifiant et profondément concentré. Je n'avais pas dormi une seule minute de tout le week-end. À la place, j'avais passé les dernières 48 heures assise par terre dans mon bureau à domicile, entouré de classeurs ouverts et de piles de papier. Je rassemblais chaque document financier, chaque numéro de compte, chaque police d'assurance et chaque document juridique qui liait mon existence à ma mère, mon père et ma sœur. À exactement 9 heures du matin, à la seconde même où les lourdes portes en verre se sont déverrouillées, je suis entré dans le bureau élégant et silencieux de ma conseillère financière, Carmen. Carmen avait toujours été une femme calme et très observatrice. 3 ans auparavant, lorsque je m'étais assise pour la première fois dans ce même fauteuil et que je lui avais dit de mettre en place un transfert automatique mensuel de $500 vers le compte courant de mes parents, elle l'avait doucement remis en question. Elle m'avait rappelé que j'étais jeune, célibataire, et que je devais prioriser mes propres économies de retraite avant de subventionner 2 adultes pleinement capables. Je l'avais ignoré à l'époque, aveuglé par mon besoin désespéré d'être la bonne fille. Eh bien, ma vue baissait maintenant, mais mon esprit n'avait jamais été aussi clair. Je n'allais plus jamais ignorer ses conseils. Je me suis assise dans le lourd fauteuil en cuir en face de son bureau en acajou, j'ai sorti une unique feuille de papier soigneusement dactylographiée de mon sac et je l'ai fait glisser sur le bois verni. C'était une liste complète de directives. Je n'ai pas proposé de salutations chaleureuses ni de bavardage. J'ai simplement dit à Carmen que je devais annuler immédiatement et définitivement le transfert mensuel automatique de $500 vers mes parents. Je lui ai dit d'arrêter les paiements directs à l'école Montessori privée que fréquentaient mon neveu et ma nièce. Enfin, je lui ai dit de retirer complètement ma mère en tant que co-utilisatrice autorisée sur mon compte chèque le plus ancien, un vestige stupide de l'époque où j'avais 19 ans et étais encore à l'université. Chaque canal financier qui coulait de ma poche vers la leur devait être scellé. Carmen n'a pas demandé d'explications détaillées. Elle n'a pas proposé de pitié non sollicitée. Elle a simplement regardé mon visage, a vu la froideur absolue et morte de mon expression, et a commencé à taper furieusement sur son clavier. En moins de 15 minutes, le cordon ombilical financier qui m'avait vidé pendant une décennie a été sectionné. Depuis le bureau de Carmen, j'ai conduit directement à travers la ville vers le quartier financier pour voir mon avocate, Fiona. Fiona était un requin en tailleur-pantalon sur mesure, le genre de femme qui rédigeait des contrats ne laissant absolument aucune place à l'interprétation. Je l'avais engagée il y a 3 ans pour rédiger mon testament de vie et établir ma police d'assurance vie. Comme j'étais célibataire et sans enfant, j'avais désigné mes parents comme les principaux bénéficiaires de ma police d'assurance vie d'1 demi-million de dollars, avec ma sœur Stella en secours secondaire. Mon appartement, mes économies, mes investissements,
Tout ce pourquoi j'avais travaillé était légalement configuré pour aller directement dans leur poche si quelque chose de tragique m'arrivait. Je me suis assise dans le bureau de Fiona, écoutant le faible bourdonnement du trafic de la ville à l'extérieur de sa fenêtre, et je lui ai dit que je révoquais chaque document que nous avions signé. Je voulais qu'un tout nouveau testament soit rédigé immédiatement. Je lui ai demandé de désigner tante Béatrice comme mon unique bénéficiaire et l'exécutrice de toute ma succession. De plus, j'avais besoin qu'elle rédige une révocation immédiate et juridiquement contraignante de la procuration médicale que j'avais accordée à ma mère des années auparavant. J'étais sur le point de subir une intervention chirurgicale majeure, et je n'allais absolument pas laisser une femme qui venait de voler ma carte de crédit d'urgence prendre des décisions concernant mon maintien en vie ou mes soins médicaux. Fiona a pris d'abondantes notes, son stylo argenté grattant bruyamment dans la pièce tranquille. Quand nous avons terminé, elle a soigneusement empilé les papiers, a joint ses mains sur le bureau et m'a regardé par-dessus le bord de ses lunettes de marque. Elle m'a dit qu'il s'agissait de changements massifs et radicaux à ma succession, et que j'étais en train de déshériter complètement toute ma famille immédiate. Elle m'a rappelé mes droits légaux, mais a demandé pour le dossier officiel si j'étais absolument sûr de cette décision. Je l'ai regardé. J'ai pensé au cadenas brillant et neuf sur la porte du chalet du lac. J'ai pensé à la transaction de 6 500 $ pour les suppléments de la croisière de luxe. J'ai regardé Fiona droit dans les yeux et je lui ai dit qu'ils avaient verrouillé la porte de mon chalet pour me punir de devenir aveugle. Alors, je verrouillai définitivement la porte de mon coffre-fort. J'en étais absolument et indéniablement sûr. Le matin de mon opération est arrivé avec une cruelle ironie. Le brouillard gris dans mes yeux s'était si gravement épaissi ces derniers jours que je pouvais à peine distinguer les visages des infirmières qui me préparaient dans la salle préopératoire. Tout n'était qu'une aquarelle floue de bleu pâle et de blanc vif. La peur que j'avais réussi à refouler pendant des semaines en la masquant par la colère et l'organisation logistique a fini par refaire surface. C'est une terreur profonde, profondément primitive, que d'abandonner volontairement sa vue, même temporairement, et de faire confiance à un inconnu tenant un laser pour vous la rendre. Mon cœur battait si fort contre mes côtes que je pensais que les moniteurs allaient griller. Tante Béatrice était juste là, à mes côtés. Elle m'avait récupéré à l'aube, m'avait conduite à l'hôpital et s'était assise sur la chaise en plastique inconfortable près de mon lit, me tenant la main jusqu'à ce que l'anesthésiste injecte le sédatif puissant dans ma ligne intraveineuse. La dernière chose que j'ai vue avant que l'obscurité chimique ne m'emporte a été l'éclat aveuglant des lampes chirurgicales au-dessus de moi, un cercle blanc et dur qui s'est lentement effondré dans le néant absolu. Quand je me suis enfin réveillé, le monde entier avait disparu. Il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait pas de forme. Il n'y avait que d'épais bandages compressifs lourds enroulés fermement et solidement autour de toute ma tête, couvrant complètement mes deux yeux. La privation sensorielle m'a frappé comme un coup physique à la poitrine. L'obscurité était absolue, épaisse et suffocante. J'ai paniqué pendant un bref et terrifiant moment. J'ai essayé de me redresser, mon moniteur cardiaque émettant soudain un bip frénétique et erratique jusqu'à ce que je sente une main familière et chaleureuse saisir fermement la mienne. La voix de tante Béatrice a transpercé le vide sombre. Elle m'a dit qu'elle était juste là, que j'étais en sécurité dans la salle de réveil, et que le médecin était venu dire que la greffe de cornée était un succès complet. Je m'en étais parfaitement sorti, et maintenant tout ce que j'avais à faire était de me reposer. J'ai laissé échapper un long soupir saccadé, sentant la tension s'évacuer lentement de mes muscles. J'étais temporairement aveugle, lourdement médicamenté, et mon visage battait d'une douleur sourde et profonde. Mais je n'étais pas seul. En fin d'après-midi, Béatrice m'avait ramené à mon appartement et m'avait soigneusement aidé à m'installer dans mon propre lit. Être plongé dans une obscurité totale et inéluctable force vos autres sens à compenser massivement. L'odeur prépondérante de l'antiseptique hospitalier sur ma peau et mes vêtements était soudainement accablante. La sensation des draps en coton doux contre mes jambes semblait magnifiée et étrange. Mais la chose la plus marquante et inévitable dans la pièce était le son, spécifiquement le son de mon téléphone portable. J'avais remis mon téléphone à Béatrice avant la chirurgie, lui donnant pour instruction stricte de le mettre sur silencieux, mais de garder un œil attentif sur les notifications. Même enfoui sous un oreiller sur la table de chevet, j'entendais l'appareil vibrer contre le bois massif. C'était un bourdonnement continu, fâché et hautement rythmique. Cela ressemblait exactement à une guêpe furieuse piégée à l'intérieur d'un bocal en verre, désespérée et agressive. J'ai tourné ma tête bandée vers le son, ma gorge sèche et râpeuse à cause du tube respiratoire qu'ils avaient utilisé pendant l'opération. J'ai demandé à Béatrice si c'était eux qui appelaient.
J'ai entendu Béatrice bouger sur la chaise à côté de mon lit. Elle a laissé échapper un soupir profond et las, le genre de soupir qui vient du fait de devoir gérer des personnes épuisantes. Elle m'a dit que le téléphone n'avait pas cessé de vibrer pendant 3 heures d'affilée. Victor, Diane, Stella. Ils appelaient sans relâche, les uns après les autres. Elle m'a dit que j'avais 24 appels manqués et 11 nouveaux messages vocaux. Je me suis adossé aux oreillers. L'obscurité autour de moi a soudainement semblé beaucoup moins être une cage suffocante et bien plus une forteresse sûre et impénétrable. Le timing était absolument parfait. C'était jeudi après-midi. Ma tendre et égoïste famille était censée se tenir au port de Miami en ce moment même, embarquant sur un immense navire de luxe à plusieurs ponts pour naviguer vers le coucher du soleil des Caraïbes. Un sourire lent et sombre s'est dessiné sur mon visage sous les épaisses couches de gaz. J'ai dit à Béatrice d'augmenter le volume et de lancer les messages vocaux. Elle a hésité, m'avertissant que je venais de subir une opération majeure et que je devais maintenir ma tension artérielle basse pour éviter les complications, mais j'ai insisté. Je lui ai dit que l'écoute de ces messages était le meilleur traitement que je pouvais recevoir en ce moment. Tante Béatrice a appuyé sur l'écran de mon téléphone, et le sanctuaire tranquille de ma chambre a été instamment rempli par le son strident et paniqué de la voix de ma mère. Le premier message vocal était frénétique, mais Diane faisait visiblement de son mieux pour maintenir ce ton faux et trop poli qu'elle utilisait toujours en public lorsqu'elle ne voulait pas que des inconnus sachent qu'elle perdait la tête. À travers la mauvaise liaison audio, j'entendais distinctement le vacarme en arrière-plan du terminal de croisière, le roulement des lourdes valises, les annonces fortes à l'interphone et le bavardage de milliers de vacanciers excités. La voix de Diane tremblait alors qu'elle m'ordonnait de décrocher à la seconde même. Elle disait qu'il se tenait au guichet d'enregistrement prioritaire à Miami, et qu'il y avait une erreur ridicule et embarrassante avec ma carte de crédit. L'agent de billetterie leur disait que la transaction massive pour les suppléments de la suite VIP avait été officiellement signalée comme fraude et complètement annulée. Ils ne pouvaient pas obtenir les clés de leur cabine. Elle exigeait que j'appelle la banque immédiatement, que je clarifie le malentendu et que je règle le problème car il bloquait une énorme file de personnes importantes. Béatrice a appuyé sur l'écran pour passer au message suivant. Il avait été laissé exactement 10 minutes plus tard. Cette fois, c'était mon père. Le ton poli destiné au public avait complètement disparu, remplacé par une rage pure et brute. La voix de Victor tonnait à travers le haut-parleur, si forte qu'elle m'a fait tressaillir dans mon lit. Il exigeait de savoir ce qui se passait. Il hurlait que le directeur de pont de Royal Caribbean avait été appelé et leur avait dit droit dans les yeux que le titulaire réel de la carte avait signalé la transaction d'amélioration VIP comme une information volée. Il a demandé si j'avais complètement perdu la tête. Il m'a ordonné d'appeler le service des fraudes, d'autoriser la transaction de $6 500 à la seconde même, et d'arrêter d'embarrasser la famille devant des centaines d'inconnus. Je suis resté parfaitement immobile dans le noir, mon esprit peignant sans effort une image magnifique et vivante de la scène. J'imaginais Victor vêtu de sa chemise de vacances en lin coûteuse et ridicule, son visage prenant une teinte violette de colère alors qu'il transpirait sous l'humidité brutale de Miami. J'imaginais Diane serrant son chapeau de soleil de marque surdimensionné, le visage blême alors qu'elle réalisait que le ticket d'or qu'elle avait si astucieusement volé se transformait rapidement en cendres sans valeur. Et j'imaginais Stella debout à côté de ses 2 énormes valises trop pleines, réalisant lentement et avec horreur qu'elle n'allait pas monter à bord de ce buffet flottant. Le 3e message vocal venait de Stella, et elle avait abandonné toute dignité. Elle pleurait de façon complètement hystérique. Elle m'a traité de gamine vindicative. Elle sanglotait dans le téléphone en me demandant comment je pouvais lui faire ça après tout ce qu'elle avait traversé ces derniers temps. Elle pleurnichait en disant que le personnel de sécurité leur demandait de quitter la zone d'embarquement et de se mettre sur le côté. Elle exigeait que je règle cela immédiatement, hurlant que je lui devais ses vacances. Les messages vocaux ont progressé magnifiquement au cours des heures suivantes, traçant leur descente émotionnelle depuis les exigences arrogantes jusqu'à la rage aveuglante, pour finir par une panique absolue au plus bas. Victor a laissé un message menaçant de me renier formellement. Diane a laissé un message vocal en pleurs pour tenter de me manipuler par la culpabilité, affirmant que les problèmes cardiaques de mon père ne pouvaient pas supporter un tel niveau de stress et que s'il avait une crise cardiaque dans le terminal, ce serait ma faute. Stella a envoyé un barrage de messages textes que Béatrice m'a lu d'une voix plate et monotone, me traitant de tous les noms les plus vicieux et innommables du dictionnaire. La réalité de leur situation était glorieuse. Ils avaient pris l'avion jusqu'en Floride, s'étaient tenus fièrement dans la file d'embarquement VIP, avaient présenté leur passeport et s'étaient vus refuser l'entrée de manière publique et humiliante.
comme il n'avait absolument aucune économie d'urgence, il ne pouvait pas simplement présenter une autre carte de crédit pour couvrir le déficit de $6,500. La compagnie de croisière, agissant rapidement suite à mon signalement de fraude, avait récupéré l'argent. Ma famille était bloquée dans un port humide, entourée de bagages, regardant leurs vacances de rêve s'éloigner littéralement sur l'océan sans eux. Et puis est venu le dernier message vocal laissé il y a seulement 1 heure. Le ton avait complètement changé. C'était à nouveau Victor, mais il semblait complètement vaincu, sa voix petite et désespérée. Il me suppliait de décrocher. Il a avoué qu'ils avaient été obligés de réserver un motel bon marché et salle près de l'aéroport parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent liquide pour payer les vols de retour avant le lendemain matin. Puis sa voix s'est brisée lorsqu'il a révélé que l'école privée des enfants de Stella venait de leur envoyer un email indiquant que le chèque pour les frais de scolarité avait été rejeté. Il a demandé, la voix tremblante, si j'avais effectivement tout coupé. Il m'a supplié de les rappeler pour que nous puissions parler. J'ai souri sous mes bandages et j'ai demandé à Béatrice d'éteindre complètement le téléphone. Pour la première fois en 32 ans, je n'ai ressenti absolument aucune culpabilité. 3 jours d'angoisse plus tard, le médecin m'a enfin autorisé à retirer mes bandages compressifs lourds et étouffants. J'étais encore incroyablement loin d'être complètement guéri. Ma vision n'était plus un brouillard gris, mais elle restait extrêmement floue, comme si je regardais le monde sous l'eau. La lumière ambiante de mon appartement me faisait intensément mal aux yeux, me procurant la sensation d'aiguilles acérées contre mes cornets, j'ai donc dû porter d'épaisses lunettes de soleil noires enveloppantes, même avec tous les stores fermés. Mais je pouvais voir la silhouette des meubles. Je pouvais voir les couleurs des murs. Je n'étais plus aveugle. Tante Béatrice venait de sortir pour aller à la pharmacie locale afin de récupérer ma prochaine série obligatoire de gouttes ophtalmiques antibiotiques coûteuses. J'étais assise tranquillement sur le canapé de mon salon, sirotant une tasse de café chaud, quand les coups violents ont soudainement commencé. Ce n'était pas un coup poli de voisin. C'était un martèlement violent et hautement agressif contre le bois massif de ma porte d'entrée. Cela faisait trembler les charnières et résonnait bruyamment dans l'appartement calme. Je n'avais pas besoin de regarder par le Judas. Je savais exactement qui se tenait de l'autre côté. Je me suis levé lentement, nouant mon épais peignoir en coton beaucoup plus serré au-dessus de ma taille. Je me suis dirigé vers l'entrée, mon cœur battant d'un coup régulier, lourd et rythmé contre mes côtes. Étonnamment, je ne ressentais pas une seule once de peur. Je ressentais une résolution froide, dure et inébranlable s'installer profondément dans mes os. J'ai tendu la main, déverrouillé le lourd verrou de sécurité, saisi la poignée et ouvert la porte en grand. Victor, Diane et Stella étaient entassés sur mon porche. Ils avaient l'air absolument terribles. Ils étaient visiblement épuisés, fortement brûlés par le soleil après leur séjour misérable en Floride, et ils semblaient complètement désaxés. Les cheveux de Stella étaient un désordre emmêlé et gras, et ses yeux étaient gonflés d'avoir pleuré. Diane serrait son sac à main en cuir coûteux contre sa poitrine comme une arme. Victor a fait un pas en avant dès que la porte s'est ouverte, son visage prenant une teinte violette profonde et dangereuse sous l'effet d'une rage brute. Il a levé la main, pointant un doigt épais et tremblant directement vers mon visage, donnant l'impression d'être à une demi-seconde de me frapper physiquement. Il m'a craché ces mots, la voix tremblante d'une fureur absolue. Il m'a traité de déchet ingrat. Il a hurlé que je les avais complètement ruinés, que j'avais humilié le nom de la famille, que je les avais abandonnés dans un motel terrible en Floride et que j'avais intentionnellement annulé les paiements scolaires de ses petits-enfants uniquement par méchanceté. Il a exigé de savoir pour qui diable je me prenais. Il a fait un grand pas menaçant vers l'avant, essayant visiblement de m'intimider, d'utiliser sa taille physique et des décennies d'autorité parentale pour me repousser à l'intérieur de la maison. Je n'ai pas bougé d'un seul millimètre. Je suis resté ferme sur le seuil, mes énormes lunettes de soleil noir cachant complètement mes yeux injectés de sang en pleine guérison, fixant en retour son visage rouge et en sueur. J'ai gardé ma voix très basse et parfaitement stable, coupant à travers ses cris. Je lui ai dit que j'étais la personne dont il venait de voler la carte de crédit. Diane a poussé un cri derrière son épaule, sa voix stridente et de désespoir. Elle a hurlé que c'était une carte d'urgence familiale, qu'ils étaient des parents par le sang et qu'ils avaient tous les droits légaux et moraux de l'utiliser comme ils le jugeaient utile. J'ai complètement abandonné le titre de maman. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai déclaré qu'une croisière de luxe dans les Caraïbes n'était pas une urgence médicale. Je lui ai dit qu'elle avait pris $6 500 sans autorisation.
Elle avait commis un crime grave de fraude à la carte de crédit et avait volé sa propre fille alors que cette fille s'apprêtait à entrer dans une salle d'opération pour s'empêcher de devenir aveugle. Elle a tressailli, reculant comme si mes mots l'avaient physiquement frappée. Stella a bousculé notre mère, se plaçant juste à côté de Victor. Elle a hurlé que j'étais une menteuse pathologique, que je faisais cela uniquement pour attirer l'attention de manière maladive, et m'a accusé d'affamer littéralement ses enfants en supprimant les frais de scolarité essentiels de leur école. Je plongeai ma main profondément dans la poche de mon peignoir, j'en ai sorti une enveloppe épaisse et lourde pliée en deux, et je l'ai jetée de toutes mes forces directement sur la poitrine de Stella. Elle l'a percutée, a rebondi, et les papiers imprimés se sont éparpillés sauvagement sur le porche en béton. C'étaient les relevés bancaires détaillés, mon tableur de 84 000 $. Ma voix s'est enfin élevée, laissant éclater au grand jour une décennie de colère contenue. J'ai dit à Stella que j'avais payé sa vie pendant 10 ans. Je lui ai rappelé que j'avais acheté ses voitures, payé son loyer, financé l'éducation de ses enfants et entièrement reconstruit le chalet de montagne dont il venait fièrement de m'exclure. J'ai dit à tous les trois que je n'étais pas une fille, une sœur ou un membre de la famille pour eux. J'étais juste une banque, et à partir de cette semaine, la banque était définitivement, irrévocablement fermée. Victor m'a fixé, ses poings si serrés que ses articulations étaient blanches. Il a exigé que j'annule la plainte pour fraude immédiatement et que je rétablisse les virements mensuels d'argent liquide, menaçant que si je refusais, je ne remettrais plus jamais les pieds dans leur maison et serais morte pour la famille. J'ai laissé échapper un rire sec, dur et sincèrement amusé qui a résonné bruyamment dans la rue de banlieue tranquille. Je lui ai dit qu'ils m'avaient déjà tué le jour où ils avaient exigé que j'annule ma chirurgie pour des vacances. J'ai baissé ma voix en un chuchotement absolu et terrifiant. Je leur ai promis que s'ils revenaient un jour sur ma propriété, s'ils appelaient mon téléphone ou s'ils essayaient de contacter mon employeur, je ne me contenterais pas de laisser la plainte pour fraude en l'état. Je me rendrais directement au commissariat, déposerais une plainte formelle pour vol d'identité et vol qualifié, remettrais chaque document au procureur de la République, et regarderais joyeusement mes parents aller en prison fédérale pour leurs vieux jours. Ils se sont complètement figés. La conviction glaciale de ma voix les a paralysés tous les trois. Ils étaient habitués à un bouc émissaire qui cédait, qui pleurait, qui s'excusait pour préserver la paix. Ils ne reconnaissaient pas la femme qui se tenait devant eux en peignoir et lunettes de soleil. J'ai pointé du doigt la rue et leur ai ordonné de quitter ma propriété avant que j'appelle la police pour violation de domicile. Pendant un long moment d'angoisse, personne n'a bougé. Puis Victor a lentement baissé sa main. Toute son arrogance s'est évaporée, remplacée par la prise de conscience soudaine et écœurante qu'il avait définitivement perdu tout pouvoir sur moi. Il s'est retourné et a marché lourdement vers sa voiture sans dire un mot de plus. Diane a éclaté en sanglots dramatiques et théâtraux et s'est précipitée à sa suite. Stella est restée là pendant quelques secondes, fixant d'un air absent les relevés bancaires qui s'agitaient au sol avant de faire demi-tour et de s'éloigner en courant. J'ai fermé la lourde porte, verrouillé le verrou de sécurité et appuyé mon dos contre le bois massif. Je tremblais physiquement sous le coup de l'adrénaline, mais sous mes lunettes noires, je souriais. Les retombées immédiates de cette confrontation sur mon porche étaient entièrement prévisibles, profondément pathétiques et finalement très divertissantes à observer à distance. Au cours des semaines suivantes, alors que mes yeux continuaient lentement à guérir dans le sanctuaire calme et paisible de mon appartement, ma mère, Diane, a lancé une campagne de dénigrement coordonnée et massive sur Facebook. Elle publiait d'incroyablement longs paragraphes décousus sur la souffrance d'un cœur de mère brisé, écrivant des poèmes dramatiques sur les enfants qui abandonnaient cruellement leurs parents vieillissant dans leurs plus grands besoins financiers. Elle essayait désespérément de se faire passer pour une martyre désintéressée qui avait tout sacrifié et tentait simplement de maintenir sa famille brisée unie contre une fille toxique et ingrate. Mais Diane avait gravement sous-estimé la situation. Pendant que je récupérais dans l'obscurité, tante Béatrice avait été incroyablement active. Béatrice avait systématiquement appelé chaque tante, oncle, cousin et ami de la famille de notre réseau élargi. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Et elle n'a pas exagéré. Elle a simplement exposé de manière calme et méthodique les faits absolus. Elle leur a tout dit sur mes cornées défaillantes et ma cécité imminente. Elle leur a parlé de mes parents changeant les serrures du chalet que j'avais payé. Et plus important encore, elle leur a parlé de la carte de crédit volée utilisée pour s'offrir illégalement des suppléments pour des vacances de luxe. Ainsi, lorsque les publications hautement dramatiques et tachées de larmes de Diane ont finalement été mises en ligne, l'armée d'alliés qu'elle s'attendait à voir se rassembler pour m'attaquer ne s'est jamais matérialisée. Au lieu de cela,
Ces messages ont été accueillis par un silence assourdissant et humiliant de la part de toute la famille élargie. Quelques cousins audacieux ont même laissé des commentaires sarcastiques, demandant innocemment comment s'était passée la croisière VIP à Miami ou s'il lui fallait de l'aide pour payer ses frais juridiques pour fraude à la carte de crédit. Incapable de gérer l'humiliation publique et le manque de sympathie, Diane a fini par supprimer l'intégralité de son compte Facebook en moins de 48 heures. Le retour à la réalité de Stella a été nettement plus dur et beaucoup plus ancré dans le réel. Sans mon flux continu et fiable de financement pour la soutenir, son mode de vie paresseux et soigneusement entretenu s'est complètement effondré presque du jour au lendemain. Les chèques de scolarité ayant été rejetés, elle a été contrainte de retirer Toby et Mia de l'école Montessori privée très coûteuse et de les inscrire dans le système scolaire public local sous-financé. Pour la première fois depuis plus d'une décennie, elle a dû chercher un emploi, postuler et commencer à travailler dans la vente au détail uniquement pour éviter que sa voiture financée ne soit saisie par la banque. L'enfant d'or était enfin, brutalement, contrainte de vivre et de survivre dans le monde réel comme un véritable adulte. Malgré la profonde satisfaction de voir le karma et la justice s'appliquer, il restait une tristesse lourde et persistante dans mon cœur. Ce n'était absolument pas pour mes parents, et ce n'était certainement pas pour ma sœur. C'était pour Toby et Mia. Ces deux petits-enfants étaient des victimes innocentes d'une guerre misérable et toxique qu'ils ne comprenaient pas et à laquelle ils n'avaient pas demandé à participer. Environ un mois complet après la confrontation explosive sur mon porche, tante Béatrice est d'abord venue chez moi pour notre nouvelle tradition de déjeuner hebdomadaire. Elle est entrée dans la cuisine, a posé son sac sur le comptoir et m'a tendu une enveloppe blanche froissée et légèrement sale. Elle a levé les yeux au ciel et a expliqué qu'elle avait accidentellement croisé Stella au supermarché local. Stella avait puérilement essayé de l'ignorer et de partir dans l'autre sens, mais Toby, âgé de 7 ans, s'était précipité vers elle. Il avait rapidement glissé l'enveloppe dans le sac de Béatrice et lui avait murmuré la demande secrète de me la donner. Je me suis assise à l'îlot de la cuisine et j'ai ouvert l'enveloppe très délicatement, mes mains tremblant légèrement. À l'intérieur se trouvait une feuille de papier à dessin standard pliée en deux. C'était un dessin fait avec de gros crayons de cire gras. Il montrait deux bonshommes allumettes debout à côté d'un arbre vert très penché. L'un était petit et l'autre beaucoup plus grand, portant d'énormes lunettes de soleil noires exagérées. Écrit avec une écriture tremblante et inégale d'élève de CP, tout en haut de la page, se trouvait un court message. Il disait que je lui manquais. Il s'excusait que sa maman et sa grand-mère soient si fâchées tout le temps, et il était vraiment content que mes yeux ne me fassent plus mal et que je puisse voir à nouveau. Il avait signé avec un cœur maladroit. Je me suis assise au comptoir et j'ai fini par craquer. J'ai pleuré. C'était la toute première fois que je pleurais profondément depuis que tout ce cauchemar avait commencé des semaines auparavant. J'ai pleuré pour l'innocence pure et intacte d'un petit garçon à qui sa tante manquait simplement, un enfant totalement inconscient de l'avidité toxique et du sentiment d'impunité qui avait si profondément infecté sa mère et ses grands-parents. J'ai pris ce dessin au crayon de cire, j'en ai lissé les plis et je l'ai épinglé fièrement au centre de mon réfrigérateur. Le lendemain matin, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé Carmen, ma conseillère financière. Je lui ai demandé de prendre $20 000, la somme exacte que j'avais bêtement gaspillée pour rénover ce stupide chalet de montagne, et de la diviser. Je lui ai fait créer 2 fonds fiduciaires blindés et juridiquement inviolables, un pour Toby et un pour Mia. Les fonds étaient strictement verrouillés. Ils ne pouvaient être consultés, touchés, empruntés ou même vus par Stella, Victor ou Diane, sous aucun prétexte. L'argent serait automatiquement libéré pour les enfants à leur majorité, spécifiquement désignés pour aider aux frais de scolarité universitaire ou pour un apport sur un premier logement. J'en avais complètement et définitivement fini avec ma famille, mais je refusais de laisser leur incompétence financière et leur cupidité détruire l'avenir de la génération suivante. J'ai planté une petite graine d'espoir pour ces 2 enfants, je l'ai mise en sécurité hors de portée de leurs parents, et je suis enfin parti la conscience tranquille. 6 mois plus tard, je me tenais tranquillement devant le grand miroir en pied de ma chambre et prenais une longue et profonde inspiration, laissant l'air remplir complètement mes poumons. Je ne portais plus ces lunettes de vue épaisses, lourdes et peu flatteuses. Je ne me cachais plus derrière ces lunettes de soleil protectrices noires et enveloppantes qui me donnaient l'air d'essayer constamment d'éviter les paparazzis. Mes cornets avaient guéri de façon magnifique. Le brouillard gris rampant et terrifiant qui avait menacé de me voler définitivement mon univers avait totalement disparu. Les couleurs quotidiennes de ma chambre, l'ambre chaud et riche du parquet, le blanc impeccable des draps fraîchement lavés, le vert éclatant et vivant de mes plantes en pot près de la fenêtre étaient incroyablement nets, brillants et d'une beauté à couper le souffle.
Je me suis approché du lit, j'ai fermé la fermeture éclair de mon grand et lourd sac à dos de voyage en toile, et j'ai passé confortablement la sangle sur mon épaule. Aujourd'hui était un jour très important. Pendant les 32 premières années de ma vie, j'avais désespérément versé la moindre once de mon énergie, de mon argent durement gagné et de mon amour conditionnel dans un trou noir massif et impossible à combler. J'avais volontairement sacrifié mes propres vacances, ma tranquillité d'esprit, ma sécurité financière et presque ma vue littérale, tout cela juste pour garder au chaud des personnes qui m'auraient volontiers regardé mourir de froid si cela leur permettait d'économiser quelques dollars. Mais aujourd'hui, le récit changeait enfin. Aujourd'hui, je prenais 2 semaines de vacances. Je ne me rendais absolument pas dans un chalet verrouillé dans les montagnes froides, et je n'embarquais certainement pas sur un ridicule navire de croisière de luxe dans les Caraïbes avec des parents ingrats. Je m'envolais pour l'Europe, complètement seul. J'avais planifié 14 jours glorieux à flâner sans but dans les immenses musées d'art de Paris, à manger d'incroyables quantités de pâtes authentiques à Rome, et à contempler simplement la magnifique architecture historique de Barcelone. Et la meilleure partie absolue de tout ce voyage était le fait que je payais chaque vol, chaque hôtel et chaque repas avec l'argent que j'avais sans effort économisé au cours des 6 derniers mois, simplement en refusant d'être le distributeur automatique personnel à taux zéro de ma famille. Je suis sorti de mon appartement, j'ai verrouillé la porte en toute sécurité derrière moi, j'ai descendu les escaliers et j'ai fait un pas sur le trottoir sous la lumière chaude et brillante du soleil matinal. L'air frais de la ville me semblait physiquement plus léger dans les poumons. Je me sentais plus légère. Les gens sur Internet demandent souvent comment on parvient à survivre en coupant les ponts avec sa propre famille. Ils demandent si la culpabilité écrasante finit par vous ronger vivante ou si vous regrettez d'avoir perdu les personnes qui vous ont élevé. Je ne mentirai pas en disant que c'est un processus tout à fait facile. Il y aura toujours des moments de calme inattendu lorsque vous passerez devant un parc, que vous verrez une grande famille rire ensemble autour d'une table de pique-nique et qu'une douleur fantôme aiguë vous pincera le cœur en pensant à la famille aimante et solidaire que vous avez toujours désespérément souhaité avoir. Mais la vérité crue et absolue de cette histoire est que la famille que je pleurais n'a en fait jamais existé. Ce n'était rien de plus qu'une illusion soigneusement entretenue, une performance pour laquelle j'avais payé un abonnement mensuel très élevé afin de la maintenir en activité. Lorsque Victor et Diane ont méchamment changé les serrures du chalet du lac, ils pensaient sincèrement me punir. Ils pensaient m'exclure agressivement dans le froid, me donner une dure leçon et me forcer à réaliser à quel point j'avais besoin de leur approbation et de leur présence dans ma vie. Mais ils se trompaient complètement, fondamentalement. Ce cadenas argenté tout neuf sur la porte en bois ne m'a pas enfermé dehors. Il les a enfermés dedans. Il les a fermement enfermés à l'intérieur d'une prison misérable et rétrécissante de leur propre sentiment d'impunité incroyable, de leur cupidité sans fin et de leur dysfonctionnement toxique et épuisant. Et alors que je me tenais sur ce porche glacial il y a des mois, fixant une clé en laiton qui ne correspondait plus au mécanisme, la lourde chaîne de fer invisible autour de mon cou s'est simplement rompue et est tombée. Dans leur tentative désespérée de me punir, ils m'avaient en fait offert le plus grand cadeau de ma vie. Ils m'avaient libéré. J'ai ajusté la lourde sangle de mon sac à dos, je me suis dirigé vers le taxi jaune qui m'attendait au trottoir, et j'ai senti la merveilleuse chaleur du soleil directement sur mon visage. Mes yeux étaient complètement ouverts. Ma vision était de 20/20.